Mesdames, messieurs, voilà, voilà, nous sommes en ligne, mesdames, messieurs, bonjour, merci d'être là à 13h30, c'est pas l'heure la plus facile, mais on va y arriver quand même. 333e jour de l'année, Noël approche, le budget de la nation toujours pas, mais c'est pas grave, on va parler de l'essentiel des sols. Ici à Paris, il fait pas si mal que ça, mais il fait froid. C'est la 11e édition de la Journée mondiale des sols qui, comme son nom ne l'indique pas, est une semaine. Mais JMS, c'est plus joli que SMS. Donc 11e édition dans le monde et en France, hein, depuis la création des JMS par la FAO en 2014 et l'organisation toujours conduite par l'Association française d'études du sol avec les trois réseaux complémentaires qui sont ici. Vous voyez, hein, je pousse l'abnégation jusqu'à m'équiper de stylos ornés des logos et acronymes de la FES, du RNEST, le Réseau national d'expertise scientifique et technique sur les sols, du RMT, Réseau mixte technologique sol et territoire, et du GISOL, groupement d'intérêt scientifique sur les sols. Le thème de cette année, mesdames, messieurs, n'est pas forcément le plus simple en apparence, c'est les données et les informations sur les sols. Bah oui, c'est bien joli, gentil de parler des sols aujourd'hui assez régulièrement, y compris dans les médias, d'en avoir fait peut-être un acteur social au sens où les élus politiques s'en sont chargés. Encore faut-il savoir de quoi l'on parle et donc mesurer, savoir que mesurer, quand mesurer, où mesurer, comment mesurer, et ensuite qu'est-ce qu'on fait des données. Cette année, la JMS est accueillie par la bonne région de Normandie et s'étale cette fois encore sur une semaine avec plus d'une vingtaine de rencontres en salle et sur le terrain et notamment dans 10 fosses pédologiques, mesdames, messieurs, qui vous permettront, si vous y venez, et je vous y invite, à voir ce que c'est qu'un sol dans sa profondeur. Une dizaine de fosses ont été ouvertes un peu partout dans la région. Cette année, un lien encore plus fort avec les sciences dites participatives. Pourquoi dites? Non, les sciences participatives, grâce au réseau Sciences et Recherches participatives sur les sols, animé par l'Association française d'études du sol, vous, citoyens, pouvez participer, au même titre qu'un chercheur, à l'élaboration de la donnée, à son acquisition, à son stockage, à son partage. Il y a cette année un contexte particulier. Certes, une proposition de loi sénatoriale sur les sols a été retoquée. Certes, l'article 9 visant à introduire des diagnostics sols dans la loi d'orientation agricole a été un peu, comment dirais-je, aminci. Certes, la loi ZAN est un peu, comment dirais-je, contredite par le Sénat, avec l'assentiment apparemment du Premier ministre. Toutefois, la directive cadre sur les sols arrive, commence à pointer son nez et à un moment ou un autre, de toute façon, sera votée et s'appliquera en droit français. Voilà pour le contexte politique dont on va parler tout de suite après. Cette année également, il y aura l'inauguration lors des JMS de la version jeune de la fresque du sol à une école de Louvigny dans le Calvados qui porte un nom magnifique, un Hubert Reeves. Voilà, sans lequel je serais peut-être pas tout à fait là parce qu'il m'a inspiré ce garçon et il est mort récemment. L'occasion, voilà, juste un point, il y a un centre de ressources documentaires de l'Association française d'études des sols. Je vous invite à vous y rendre sur le site de l'AFES. L'AFES qui n'est pas une multinationale, c'est une association qui a donc besoin de vous, mesdames, messieurs, adhérents et adhérentes. Il y a 400 adhérents cette fin d'année 2024. Mais la directrice générale de l'association, Sophia Roux, aimerait bien, son bonheur serait atteint si vous étiez encore plus, voire si vous étiez 800, 1000, 2000 adhérents l'année prochaine. Donc adhérez ou faites adhérer, c'est un excellent cadeau de Noël, essayez ça. Voilà, à Noël, vous offrez un bon d'adhésion à la fesse. Je suis sûr que, en tout cas, c'est toujours mieux que le Black Friday qui a lieu aujourd'hui, cette catastrophe climato-économique. Bref, aujourd'hui, 4 webinaires sur les sols. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, pardon. Je vous ai parlé des co-organisateurs, décidément. Les financeurs, le soutien technique, c'est l'ADEME, l'OFB, le ministère de l'Agriculture et tout ce qui se fait en Normandie, la région Normandie, l'Adréal Normandie, la métropole de Rouen-Normandie, l'université de Caen, devinez quoi, Normandie, la SAFER Normandie, Vigisol et Uni-la-Salle, l'école d'agro de Mont-Saint-Aignan au-dessus de Rouen. Cette année, donc, thème les données sur les sols, 4 webinaires d'affilée, les webinaires qui sont des
Alors, on va dire en termes snob, des spin-offs ou des hors-série de C'est dans le sol. Voilà, nous sommes en partenariat avec C'est dans le sol. C'est dans le sol, émission modeste et géniale organisée par la non moins modeste et géniale coopérative Rhizobium à l'occasion du confinement à l'époque. Voilà, on a monté ça ensemble. Merci à Jacques et Céline Thomas d'y avoir pensé. Voilà, tous les mois et maintenant tous les 3 mois, je discours et je fais discourir depuis ce bureau désespérément mal rangé sur les sols avec chercheurs et paysans. Allez, c'est parti. Après avoir vu pourquoi aller chercher de la donnée, comment aller chercher de la donnée et maintenant comment capitaliser et stocker les données sur les sols, j'ai fini mon introduction. Vous êtes là. Merci et vous serez encore plus là une fois la digestion achevée. Il est 13h40. Bonjour Mathieu Vallée, Bertrand Laroche et Noémie Pouze. Vous pouvez allumer vos caméras ainsi que votre micro. J'espère que vous avez chassé chien, chat, mari, épouse, enfant susceptible de faire du bruit. Je vous dis ça parce que c'est arrivé récemment un débat auquel j'ai participé. J'ai assisté à une scène étonnante, voilà, qui pourrait faire l'objet d'un début de film, mais je ne vous en dirai pas plus. Mathieu Vallée, vous êtes responsable scientifique d'Auréa. Je ne vous vois pas, Mathieu. Avez-vous éteint votre caméra? Non, bonjour à tous déjà, non, mais quand je veux l'allumer, on me dit que l'animateur l'a arrêté. Donc, Ah je ben ne non, peux mais moi, pas. j'ai rien arrêté du tout. Alors, Ah, c'est Jacques Thomas qui est aux manettes qui va peut-être régler le problème. Bertrand Laroche, vous êtes directeur adjoint de l'unité Info et Sol. Vous êtes le coordinateur de l'inventaire de gestion et conservation des sols pour le JSOL. J'espère que je ne me suis pas trompé. Noémie Pousse, vous êtes presque une habituée de ce format C'est dans le sol, chargé recherche et développement, pédologie au pôle recherche, développement et innovation. Mathieu Vallée, je ne vous ai toujours pas. Tant pis. Euh, Bertrand Laroche, c'est vrai, ça, une fois qu'on Oui, a les données, on a vu ça tout à l'heure. Ah bah voilà, Mathieu, voilà, dites-moi un mot que je vous vois bien. oui, c'est bon. Ah bah voilà, vous êtes Ravi parfait. d'être parmi vous aujourd'hui. Merci beaucoup, Bertrand. oui, Euh, bonjour. Bonjour, on accueille, merci d'être là. On accueille, pardon. On recueille beaucoup de données de plus en plus à mesure que les sols prennent de l'importance. On en fait quoi? On les diffuse comment? Pour vous, c'est quoi les données sol? Ça représente quoi? Ça représente un volume important, un travail constant? Oui, ça représente quoi concrètement au poste où vous êtes? Eh ben, ça représente à peu près la capitalisation de 60 années de connaissances sur les sols, puisque Ah oui, notre unité administre le système d'information qui est donné sol, donc qui vise à capitaliser toutes les informations. Et on a collecté des données très anciennes depuis le début des années 60. Voilà. d'accord. Vous avez collecté et ces données, vous les utilisez. Enfin, comment vous faites en sorte de pouvoir comparer les données d'avant avec les données d'aujourd'hui, parfois sur des mêmes endroits, les référentiels qui sont peut-être pas les mêmes, les matériels non plus? Oui, mais tout est bien enregistré dans la base de données puisqu'on a une information sur la date d'observation, on a des informations sur les méthodes analytiques, donc on peut finalement suivre la donnée, mais aussi intégrer la variabilité des méthodes analytiques Mhm. durant ces dernières années. D'accord. Toutes les données sont bonnes ou il y a des données anciennes ou des données imparfaites qui méritent d'être éliminées, de faire l'objet d'un nouveau diagnostic? Je dirais pas qu'il y a de bonnes ou de mauvaises données, il y a des données qui sont à prendre avec des pincettes parce que du coup, on a quand même des données qui peuvent être anciennes, donc qui sont variables dans le temps. Je pense au pH, à d'autres variables qui peuvent être modulées dans le temps, donc il faut les prendre avec précaution. Mais il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises données. D'accord. Et est-ce que, avec cette expérience 60 années, vous voyez un biais lié à la, comment dirais-je, à la qualité de l'opérateur qui est allé chercher ces données, recueillir ces données? Un biais, oh, c'est difficile de dire ça. Est-ce que quand on est agriculteur, chercheur, et quand on est chercheur, quand on est pédologue ou géologue, est-ce qu'il y a des biais statistiques? Est-ce qu'on prend plus ou moins bien les données? On utilise plus ou moins bien le matériel? Ah, bah, je pense qu'on est de plus en plus sensible à bien intégrer une incertitude liée à la donnée. C'est-à-dire on peut produire des cartes thématiques, produire de la donnée, mais il faut aussi associer une incertitude à cette donnée pour bien prendre en compte cette variabilité, oui. Mathieu Vallée, vous partagez ça. La donnée, c'est bien, la donnée brute, mais un, alors il faut l'interpréter, puis deux, oui, il faut toujours la délivrer avec avec quoi? Son intervalle de confiance,
son pourcentage d'erreur, son contexte plus ou moins favorable? Ces notions d'incertitude, effectivement, elles sont très importantes pour la compréhension et puis pour l'étude qu'on peut en faire de manière très approfondie. Pour un utilisateur, on va dire classique, qui pourrait être un agriculteur, c'est effectivement plus le positionnement et son interprétation par rapport à des références adaptées qui vont être utiles. La notion d'incertitude, elle est importante quand on veut comparer des données entre elles, justement pour savoir est-ce que bah, mon pH, si on citait celui-ci, par exemple, a bougé significativement ou pas. Et effectivement, on peut avoir deux chiffres différents, mais qui pourraient être inclus dans l'incertitude liée soit à l'analyse, soit à l'échantillonnage. Donc, on va dire que c'est des couches différentes, même si voilà, la première valorisation, les premiers éléments qui sont pour les utilisateurs finaux comme les agriculteurs, qui seront quand même plutôt les référentiels d'interprétation et le positionnement. Alors, Auréa, dites-nous un mot, dites-nous-en un mot, pardon, vous existez depuis 50 ans, hein, c'est ça? Alors oui, voire même maintenant un petit peu plus, hein, puisque c'est en fait Auréa, c'est le regroupement d'un certain nombre de laboratoires historiquement. Donc il y avait le laboratoire Centre-Atlantique, donc il y a un site à La Rochelle et puis à Bordeaux, hein, qui existe depuis les années 90. La société Agrosystème qui elle était basée autour de Tours, qui était au milieu des années 80, et puis historiquement le SAS, un syndicat pour l'amélioration des sols, qui a été créé dans les années 50 au sud de Paris. Et donc voilà, qui ont progressivement se sont rapprochés au gré des évolutions et puis également des intérêts communs pour effectivement devenir aujourd'hui le laboratoire Auréa qui possède toujours tous les sites historiques et qui va réaliser D'accord. à peu près 60% des analyses de terre à l'échelle française. Et donc, je vous repose la même question qu'à Bertrand Laroche. Des analyses faites il y a 50 ans, elles valent quelque chose encore? Alors, là, effectivement, il y a des évolutions sur les méthodologies, hein. C'est vrai que les méthodes d'analyse certaines n'ont pas évolué, d'autres ont évolué. Donc, du coup, bah, ça, il faut en tenir compte puisque bah, il n'y a pas forcément toujours de correspondance simple entre différentes méthodes d'analyse. Et puis, ce qui a évolué, c'est la qualité surtout des données qu'il y a autour des résultats d'analyse. C'est-à-dire comment je géolocalise ma donnée, quelles informations sur le système de culture, puisque bon, là, on va parler surtout analyse dans le contexte agricole, qu'on va avoir autour. Et au final, voilà, ces informations-là, historiquement, quand on notait ça sur des papiers et puis que c'était tapé à la machine, la géolocalisation, bon, ça y était pas trop encore. Donc, c'est un peu plus difficile pour de la valorisation sur du suivi temporel. Par contre, si l'agriculteur a toujours ses analyses, et certains m'en ont ressorti effectivement des bulletins des années 50, bah, ça permet quand même de voir des évolutions sur les parcelles qui peuvent être intéressantes. On y reviendra. Et encore plus ancien qu'Auréa et que le JSOL et que votre travail, Bertrand Laroche, il y a l'ONF qui est vieille pratiquement sous une forme ou une autre comme la monarchie française. Hein. Je crois savoir, Noémie, que le premier arrêté royal des eaux et forêts a été signé à 2 rues de chez moi, à Brunois, par Philippe VI, qui s'inquiétait qu'en forêt de Sénart, il n'ait plus rien à chasser. Et on peut considérer que c'est le premier arrêté en matière de droit de l'environnement signé en France en 1339 ou des brouettes. Bref, je viens de faire mon malin, Noémie. Les données sur les sols au sein de l'ONF, ça date de vous, ça date d'avant. Oh, ça date d'avant, ça date même des années 70. Les premiers catalogues de stations, donc la station forestière, c'est une zone homogène d'un point de vue du sol, de la végétation, de la topographie principalement. Euh, les- le premier catalogue a été créé en 1976 et c'est là qu'ont été acquises les premières données sol oui, pour l'ONF. D'accord. Et ces données reposaient sur... Enfin, elles répondaient à quoi au départ? À quelle demande? Parce qu'on a vu tout à l'heure dans les deux autres webinaires, on acquiert des données quand on veut répondre à une question. On ne le fait pas comme ça de but en blanc. Quelle question se posait à l'ONF à l'époque? Principalement de choisir les essences, donc une ou plusieurs essences adaptées au contexte local, donc sol et relief, topographie,
et de choisir aussi les actions du sylviculteur. C'est-à-dire que sur les sols les plus fertiles, on sait que la croissance va être un peu plus importante et donc il faudra intervenir plus fréquemment pour maintenir, enfin, pour avoir un bois de meilleure qualité. Sur les sols les moins fertiles, bon, on va être un peu moins interventionniste parce que la croissance va pas être au rendez-vous. Donc voilà, c'était déjà ces questions un peu de productivité et de s'adapter à ce qui existe, puisque ben, en forêt, on n'irrigue pas, on fertilise pas, on ne travaillait pas le sol. Maintenant, ça a changé. Mais du coup, on n'intervenait pas, on essayait de s'adapter et dans l'observation, pour s'adapter, il y avait quand même le paramètre sol qui était très important. Avec une spécificité en forêt, c'est qu'on a de la flore spontanée, de la végétation spontanée qui nous indiquait aussi les propriétés du sol. Et donc, on n'analysait pas tant que ça nos sols au laboratoire. On faisait plutôt le lien entre la flore spontanée et les propriétés chimiques du sol, comme le pH, le taux de saturation, le rapport carbone sur azote, etc. D'accord. Et aujourd'hui, à cause ou grâce à vous, on va en chercher plus des données sur le sol. On systématise les prélèvements. Comment ça se passe? Alors oui, aujourd'hui, c'est pas grâce à moi, c'est à cause des changements climatiques et Ouais. des changements aussi de pratique, puisque je le disais, on travaillait pas le sol, maintenant on s'est mis à travailler le sol. Donc forcément, bah, un sol sableux, ça va pas se travailler de la même manière qu'un sol argileux. Donc bah, voilà, on a besoin de cette donnée-là maintenant. Mhm. Euh, du coup, on systématise effectivement l'étude du sol et on avait un peu perdu ces compétences-là. Dans les années 70, il y avait beaucoup de personnes formées à l'étude des sols, de la flore et de la géologie. Puis bah, ça s'est un peu perdu. Et donc là, on essaye de remonter en compétences nos personnels via la formation IPR Sol dont vous avez parlé ce matin, Mhm. pour que tout- tous les forestiers soient en capacité à faire un diagnostic simple qui permettent après d'orienter les pratiques et d'éviter un peu les erreurs en climat changeant. Alors en climat changeant, bah, c'est encore plus incertain que la donnée seule, mais on sait qu'il y a des choses qu'il faut éviter à tout prix, comme par Mhm. exemple remettre de l'épicéa en plaine. Ça, c'est voilà, on sait l'erreur, on l'a Mhm. faite et elle nous a coûté cher. Maintenant, si on veut éviter les pires erreurs, voilà, il y a pas mal de choses qu'on sait grâce au sol. S'il y a de l'engorgement temporaire dans notre sol, par exemple, on va surtout pas mettre ni du Douglas ni du châtaignier, par exemple. Enfin, c'est un exemple parmi d'autres, mais donc voilà, on a vraiment besoin de cette donnée sol pour choisir ce qu'on va planter, pour choisir un peu nos techniques de travail du sol, pour choisir quand est-ce qu'on intervient dans les parcelles avec les machines. Ouais. La mécanisation touche la forêt aussi, et du coup, forcément, qui dit mécanisation dit besoin en données sol pour adapter Ce qu'on a vu. nos impacts. C'est ce qu'on a vu ce matin, effectivement. Alors, je vous précise, mesdames, messieurs, que si vous avez des questions à poser, je ne doute pas que vous en ayez, vous cliquez sur Q&R comme questions et réponses. Essayez de poser des questions courtes avec un point d'interrogation. Sinon, je considérais que c'est un commentaire et des questions courtes parce que pour les lire, je suis obligé de vous montrer mon profil qui n'est pas le meilleur. Mon meilleur profil, c'est celui-là, mais mon écran, il est là. Donc voilà. Questions les plus courtes possibles, s'il vous plaît. Et si vous voulez discuter entre vous, par contre, utilisez le chat, le bouton chat. Les données, Bertrand Laroche, les données d'aujourd'hui, elles viennent d'où? Elles sont acquises par qui? Elles vous sont envoyées par quel canal, selon quel format, que sais-je encore? Qui vous alimente aujourd'hui? Bah, aujourd'hui, principalement, c'était jusqu'à assez récemment, c'était les producteurs de données qui réalisaient les cartographies au 250 millième, qui était le Ouais. programme prioritaire du programme IGCS. Mhm. Donc, principalement, c'est eux qui alimentaient. Et de plus en plus récemment, avec la loi climat et résilience, il y a beaucoup de collectivités Ouais. qui sont aussi dans cette démarche de produire une carte des sols, parce que pour mettre en place les documents d'urbanisme, pour avoir une bonne gestion de leur sol. Donc, on a eu récemment quand même un changement avec plutôt des collectivités qui viennent alimenter. Donc, ça se fait par des bureaux d'études, ça se fait par finalement nos partenaires habituels que sont les écoles d'agronomie, les chambres d'agriculture qui viennent alimenter via une interface de saisie des données dans le format national. D'accord. Et ces données sont toutes équivalentes ou, encore une fois, je repose la question, où elles répondent chacune à des normes particulières, à des façons de faire particulières. Enfin, tout est normé dans la prise et l'envoi des données?
Alors, tout est normé parce que toute information est stockée suivant un format donc, qui est codifié, donc qui est le format données sol. Donc, il y a un dictionnaire de données D'accord. qui permet de structurer. Et finalement, on parle tous le même langage. Donc, on a vraiment une codification de l'information sur un format standard. D'accord. Et chez vous, Mathieu Vallée, c'est vous qui vous nourrissez vous-même, non? On peut dire ça comme ça, effectivement, puisque nous, on va vendre des outils ou des prestations de diagnostic de fertilité aux agriculteurs qui incluent effectivement les analyses. Donc, eh bien, effectivement, les échantillons sont prélevés soit par nous, soit par des personnes sur le terrain et les analyses réalisées par le laboratoire sont mises en banque, associées effectivement aux informations collectées sur la parcelle et sur le système de culture. D'accord. Et chez vous, Noémie, les référents, on en a parlé tout à l'heure et vous l'avez cité, Hypersol, les référents formés vous fournissent des données et quel est leur niveau de fiabilité? Alors, le niveau de fiabilité, il dépend de la formation et de la qualité de la formation et de ce qu'on a réussi à faire passer comme message. Ce qu'on préconise aussi à nos référents, c'est de se calibrer régulièrement puisqu'on a une approche 100% terrain avec des diagnostics simplifiés qui sont un compromis entre fiabilité scientifique et accessibilité sur le terrain. Mhm. Donc voilà, de se calibrer avec des boîtes à texture, donc des petits Tupperware dans lesquels on a du sol, on sait quelle est la composition de ce sol et on leur demande de se calibrer en sensation tactile par rapport à cette connaissance de En labo. sensation tactile? Et ouais, Vraiment? ouais. Bah, Attendez, le je comprends sable, pas. Ça veut dire qu'il faut qu'ils manipulent le sol, qu'ils tripotent le sol ouais. au préalable. Et oui, il faut tripoter le sol dans tous ses états d'humidité pour être sûr du diagnostic. Un limon, ça se pulvérise à l'état sec, ça devient de la boue à l'état humide. Une Enfin, argile, c'est très c'est très difficile à subjectif quand même, réhumidifier. non? Ah ben oui, c'est pour ça qu'il faut se calibrer. Chacun D'accord. a Il faut se son degré calibrer de avec les sensibilité. doigts. Les doigts, l'oreille, un peu le... L'oreille. Oui, bah oui, parce que les grains de sable, ça crisse. Voilà. D'accord. Et puis même, on peut mettre sous la dent, hein, un grain de sable sous la dent, ça s'oublie pas. Donc voilà, et on peut aussi utiliser sa D'accord. bouche pour tester le sol. Bah, puis c'est plein de Euh, vitamine B12 le sol, c'est très bien. exactement. Enfin, ouais, après, il faut se méfier de l'endroit où on prélève, hein, sol urbain, je sais pas. Mais, Bien. et donc, voilà, on leur demande de se calibrer régulièrement. Et on a créé une application nommée Foreval qui est On va y disponible venir, ouais. gratuitement sous Android, qui aide aussi au diagnostic. Donc, qui remet des éléments de texte pour dire le sable, ça crisse à l'oreille, ça gratte sous les doigts, etc. pour un peu redonner les éléments au fur et à mesure qu'ils font leur diagnostic sur le terrain, parce que forcément, c'est comme tout, hein, plus on pratique, moins on oublie et plus on est bon. Et les forestiers font pas des diagnostics de sol à 100%. Donc, c'est vrai que si on ouvre la possibilité de capitaliser dans données sol à d'autres utilisateurs que des pédologues, il faut aussi s'assurer que ces autres personnels de terrain puissent faire un diagnostic de qualité. Aussi, Bertrand Laroche, j'ai l'impression que vous mettez les oreilles, la bouche et les mains dans la terre, hein. Oui, si on veut vraiment caractériser le sol. Après, oui, c'est avec précaution sur certains types de sols, mais Mais mine de rien, blague dans le coin, ça fait partie du. Enfin, on n'est pas un bon préleveur de sol, c'est pas le bon terme si on n'a pas ce toucher, cet aspect, ce rapport sensible, intime au sol. bah, pour définir une texture, si on ne le touche pas et Ouais, si on n'est pas bien calibré, on peut faire des erreurs. Mais après, il peut y avoir l'analyse qui peut compléter. Mais sur un sondage tarière, on ne fait pas systématiquement d'analyse. Donc, il faut bien se fier à finalement, l'appréciation, le doigté du pédologue. d'accord. Et Mathieu Vallée, vous en avez du doigté, vous. J'en suis convaincu. Oui, certainement. Oui, après, nous, c'est vrai que comme on prélève systématiquement pour faire des analyses, les agents qu'on a sur le terrain pour faire les prélèvements, on ne leur demande pas nécessairement d'avoir ce genre de compétences. Pour autant, voilà, dès qu'on va vouloir aller plus loin que la simple vision physico-chimique et qu'on veut connaître, comme on l'a dit lors du précédent webinaire, des infos qu'on ne peut pas avoir à l'analyse, la structure, les états de surface ou autres, il y a forcément besoin d'observer toucher sans doute, mais à minima observer. Alors justement, observez-vous, demandez-vous aux gens qui prélèvent, alors comment vous les appelez, diagnostiqueurs, préleveurs d'ailleurs? C'est les préleveurs ou agents de terrain. Alors, à vos agents de terrain, on l'a vu tout à l'heure aux deux autres webinaires, en particulier le premier, l'importance du contexte.
de l'endroit où on est, de sa petite météo, de sa topographie, du contenu en, pardon, du contenu en cailloux, du climat, de l'histoire éventuelle agricole, pardon, industrielle et urbaine. Ça, vous en tenez compte systématiquement? Vous l'exigez systématiquement? Alors, systématiquement, peut-être pas. Et puis, en fonction des niveaux que vous citez, il y a peut-être, en fonction là aussi des objectifs, des analyses, pas forcément besoin de Ouais, capitaliser toujours sur ces infos, sachant que dans l'idéal, et c'est ce qu'on essaye de faire à chaque fois, les infos concernant la parcelle, l'historique, les pratiques culturelles ont été renseignées en amont du prélèvement par l'agriculteur ou celui d'accord. qui possède la parcelle. Et le jour où l'agent vient sur le terrain, bah, il a déjà ces infos de compléter. Potentiellement, nous, il y a des applications smartphone où il sait déjà où il doit aller sur la parcelle avec un point qui a été géoréférencé et il va collecter quelques infos supplémentaires, effectivement, parfois comme l'état de surface ou des éléments topographiques. Voilà, pour les analyses de terre classiques, on ne va pas tellement plus loin. Par contre, si on va sur des diagnostics un peu plus poussés ou quand on va faire des études de sol, par exemple pour définir la possibilité d'implanter ou pas du photovoltaïque, bah là, il y a des études un peu plus pointues sur de la topo, sur de la profondeur de sol et puis des prises de vue, effectivement, des données un peu plus complètes à collecter. Mais à minima, on essaye d'avoir le maximum d'infos avant de venir sur la parcelle. D'accord. Noémie Pousse, vous, c'est des agents forestiers, appelons-les comme ça, qui font les prélèvements, les analyses de sol et qui utilisent Foreval. Ça peut pas être un randonneur, un chasseur, un naturaliste. Si? Alors, Foreval est ouvert à tous, donc si ça peut être un randonneur, un naturaliste qui utilise Foreval. Euh, bon, il va être un peu coincé s'il a jamais entendu parler de sol, s'il a jamais vu ce que c'était qu'un sable, un limon, une argile ou un OH, par exemple, hein, une couche de Un litière. OH. Qu'est-ce que c'est que ça, un Oui, un OH? OH, un OH, c'est une couche de litière 100% organique qui est composée de 100% de déjection d'anchitréides, collemboles et autres Bien sûr, euh, bien sûr. petits animaux du sol. On appelle ça la mésofaune. Mais Donc voilà, donc pardonnez-moi, j'ai oublié de vous poser la question. Foreval, vous l'avez cité tout à l'heure et je viens de le citer, mais ouais. comme si nos amis savaient ce que c'était. Qu'est-ce qu'est Foreval et pourquoi l'avez-vous mise en place, cette application? Quel était le besoin pour vous, ONF? Alors, Foreval, c'est une application donc Android que nous avons créée avec l'INRAE, donc ONF INRAE, qui est disponible gratuitement sur le Play Store et qui enfin, a été créée pour rendre les diagnostics de terrain plus accessibles à tous les forestiers. Mais cette application est ouverte, enfin, il y a pas, on ne demande pas si la personne est un forestier avant que de la télécharger. Alors, il Donc, faut elle est juste pas ouverte avoir à un tous. iPhone, hein. Elle n'est pas adaptée aux iPhones, elle est Non, adaptée à tous elle n'est les pas autres. adaptée. Voilà, 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 c'est je Android. précise. Mhm. Oui. Et cette application, du coup, elle guide pour diagnostiquer le sol. Donc, il y a des clés de détermination avec des photos, du texte qui permettent d'aider à cette description du sol. Elle fait le calcul des diagnostics. Donc, il y a 4 diagnostics, sensibilité au tassement. Elle exporte des menus bois à l'érosion et aux sécheresses, donc avec le réservoir en eau du sol. Et on peut s'envoyer les données et aussi choisir de faire de la science participative, c'est-à-dire d'envoyer ces données vers Données-Sol, le système d'information que gère l'équipe de Bertrand Laroche. Et ça permet justement de capitaliser les données. C'est-à-dire qu'avant, on était sur des petits bouts de papier plus ou moins standardisés, en général plein de terre, parce que comme on a manipulé le sol, bah, après, on en met partout. Et ces bouts de papier, ils finissent dans un tiroir. On en a plein partout. Donc, Bertrand dit, voilà, on a 60 années de capitalisation, mais je pense qu'on n'est pas à un très fort pourcentage de capitalisation par rapport à toute la donnée seule qui a été collectée. Bon, ça s'améliore d'année en année, c'est certain, mais du coup, l'objectif de Foreval, c'était aussi d'aider à capitaliser la donnée et d'éviter de la perdre, surtout en forêt D'accord. où en fait on a très peu de données sur les sols forestiers dans données sols. D'accord, mais vous en faites quoi de ces données ensuite? Donc, vous les envoyez à Données Sol, mais vous les analysez vous-même? Elles vous servent, vous, pour Non, de... non, Non, non. Elles ne servent pas à l'ONF, elles servent à l'INRAE et aux scientifiques pour créer des cartes de propriété des sols ou des cartes de type de sol. d'accord. Alors pour l'instant, pas tout de suite. Il faut d'abord capitaliser, il faut d'abord vérifier la qualité de la donnée, vérifier justement un peu les biais entre cette donnée 100% terrain et puis de la donnée qui pourrait venir de laboratoire, etc. Et ensuite, bah, du coup, spatialiser cette donnée et essayer de prédire entre les points où on a observé le sol, de prédire ce qui
peut y avoir entre ces points-là. D'accord. Bertrand Laroche, les sciences participatives participent, vous, à votre science, à vous, à cet observatoire des sols, appelons-le comme ça, que vous co-dirigez? Bah, pour l'instant, non, parce que Données Sol n'intègre pas forcément toutes les observations des sciences participatives, mais c'est tout à fait possible parce que Pourquoi? l'in- Pourquoi? l'in- C'est historique ou c'est parce qu'il y a un biais, voilà, c'est pas des scientifiques qui font les analyses, donc il y a peut-être un biais derrière. Pourquoi? bah, il y a un biais, c'est sûr, parce que c'est pas forcément, comme l'a dit Noémie, il peut y avoir des non-initiés comme Ouais. des initiés, donc il faut les prendre avec précaution. Donc c'est simplement, c'est un jeu de données particulier qu'il faut intégrer dans des modèles, mais avec toutes les précautions d'utilisation de ce jeu de données. Mais elles peuvent tout à fait rentrer dans données sol, hein, il n'y a aucun souci. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit quand même analysée de manière plus approfondie ou différente qu'une donnée qui serait issue d'un chercheur ou d'un bureau d'études. Oui, bien sûr, oui. Je ne pense pas qu'elle puisse être traitée de la même manière qu'une information qui est remontée par un spécialiste du sol. D'accord. Mathieu Vallée, vous participez, vous, pardon, Auréa, à de la science participative, pardon. Alors, très peu aussi, hein, on va dire. Alors, un petit peu dans le sens où ça va être dans le cadre de certains programmes de recherche auxquels on va participer, où on va animer, mais c'est orienté vers un public agriculteur. C'est-à-dire que c'est pas orienté effectivement vers tout un chacun, hein. C'est quand même très ciblé vers la profession agricole. Et voilà, la majorité quand même de nos travaux sont orientés soit sur de la prestation, soit effectivement de la participation, mais plus dans des programmes classiques. Ces aspects participatifs nous intéressent dans la forme que ça peut prendre et puis les idées qu'il y a à prendre sur la facilité de capter certaines infos sur le terrain pour qu'après, nous, on puisse les revaloriser dans nos référentiels d'interprétation. Mais voilà, on n'y participe pas forcément directement. D'accord. Tiens, une petite question que je vais évacuer tout de suite, mais qui appelle des réponses quasiment philosophiques. À qui appartiennent les données? Parce que je vois venir le même problème qu'il y a eu il y a une quinzaine d'années quand l'État a demandé aux ONG de fournir leurs données d'observation d'oiseaux et autres. Et les ONG avaient dit, ben non, les données nous appartiennent, c'est du temps bénévole, et le temps bénévole, ça coûte. Donc la donnée a un prix. Est-ce que les gens qui vous fournissent les données ou les agriculteurs chez qui on va chercher les données, enfin voilà, enfin non, en fait, je vous pose une question fermée, donc je rouvre ma question. À qui appartiennent ces données? Mathieu, peut-être? Et si je commence, ben, nous, c'est une relation client-fournisseur, hein, nos prestations d'analyse, donc les données appartiennent au client. Celui qui a financé et qui a payé l'analyse, donc qui va être en client final, effectivement, l'agriculteur, qui peut être aussi des organismes qui, eux, vont financer les analyses, notamment, je pense aux analyses qui sont faites dans le cadre de plans d'épandage Mhm. des biodéchets, où là, c'est l'organisme traiteur qui va posséder les analyses. Et voilà, en fait, il peut y avoir toute une chaîne comme ça d'intervenants, hein, notamment, par exemple, en agriculture. Euh, Nos clients directs ne sont pas les agriculteurs, ou très peu, hein, mais ça va être des organismes comme les coopératives, les négoces ou les chambres d'agriculture qui vont en gros nous acheter les analyses pour après les revendre aux agriculteurs. Donc, le possesseur final, c'est quand même l'agriculteur, mais il peut y avoir aussi des acteurs intermédiaires qui ont un petit droit de regard sur la donnée et sur la valorisation. Intéressant ce que vous dites. Les données, mine de rien, sont extraites des agriculteurs qui sont propriétaires ou fermiers, et ensuite on va leur revendre l'analyse de leurs données. C'est pas un peu les faire payer deux fois, ça, mine de rien? Pourquoi même s'il y a un service, il y a une valeur ajoutée, pourquoi leur faire payer une analyse de données qu'ils ont chez eux? Bah, ils l'ont, mais ils ne sont pas capables de l'acquérir par eux-mêmes. Ils ne sont pas capables de mesurer leur pH ou de connaître le taux de phosphore dans Et leur pourquoi ils sol. n'en seraient pas capables? Pourquoi pas les former à le faire? Alors, ils pourraient en être capables. Après, il y a certaines choses qui nécessitent des appareillages et puis des techniques un peu compliquées. Chacun son métier, on va dire. Par contre, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de méthodes et d'observations qui peuvent être faites sur le terrain. On a d'ailleurs, nous, une boutique en ligne, hein, qui commercialise certains outils pour mesurer son pH sur sa parcelle ou pour faire des évaluations de teneur de nitrate avec des indicateurs colorés. Ça reste voilà, des méthodologies
où il peut y avoir de l'autonomie, mais bien souvent, on se heurte au fait que, bah, mine de rien, quand bien même on le fait soi-même, bah, ça prend du temps. Prélever un échantillon correctement, ça prend énormément de temps, et bien faire une mesure pour que ce soit représentatif et puis que ça veuille dire quelque chose, bah, ça prend du temps aussi. Et bah, les agriculteurs, comme beaucoup de personnes, ils n'ont pas forcément énormément de temps à consacrer à ces tâches-là en plus de leurs actions quotidiennes. Donc c'est pour ça aussi qu'ils font appel à des sociétés ou des laboratoires pour réaliser ces analyses. D'accord. Je vous pose la question également, Bertrand et Noémie. Bertrand, enfin, moi qui suis auteur artiste, hein, statutairement, pour moi, la donnée, c'est comme les textes que j'écris. Ça semble relever du droit d'auteur. Comment vous les considérez, vous? Qui en sont les propriétaires et comment vous en faites usage? Vous demandez l'autorisation à celles et ceux qui vous ont envoyé les données? Alors, pour ce qui est de Info et Sol, donc nous, notre unité, elle centralise les données donc, dans un système d'information qui est Données Sol, mais du coup, on n'en est pas propriétaire. Donc, c'est les propriétaires, ce sont ceux qui ont acquis les données et qui les ont finalement mis en gestion au sein de Données Sol. Donc, si on veut utiliser ces données, on demande aux propriétaires l'utilisation des données ou au préalable, on a passé une convention qui définit les règles d'accessibilité et d'utilisation de ces données. D'accord. Comme ces règles qu'on ne lit jamais sur les réseaux sociaux où on donne, on met en disponibilité nos données, puis ensuite, ensuite on ne sait pas ce que ça devient. Mais vous le dites ce que ça devient. Comment, pardon, excusez-moi, je sais pas. Non, non, mais ce que vous dites, c'est un peu comme ces Oui, conditions générales de vente pour les réseaux sociaux. Voilà, on signe sans le savoir pour l'usage de nos données, donc il y a notre accord, même si l'accord, on ne sait pas trop quand on l'a signé, mais derrière, on ne sait jamais l'usage qu'on va en faire. Vous faites signer un papier, mais derrière, il y a la mention, il y a la garantie de l'usage que vous allez en faire. oui, c'est ça. D'accord. Noémie, les données issues de Foreval, donc je vous repose la question, elles appartiennent à qui et vous vous engagez à en faire quoi? Alors, l'utilisateur, enfin, dans Foreval, par défaut, la case envoi vers données sol est décochée. Donc, ça veut dire que si l'utilisateur souhaite envoyer ses données vers données sol, il doit cocher cette case-là. Donc, ça veut dire qu'il est d'accord pour envoyer ses données. La donnée, normalement, appartient toujours au propriétaire, mais à partir du moment où la case a été cochée et qu'il y a eu un envoi vers données sol, on met que les données sont anonymisées, donc on ne sait pas Hmm. qui a collecté la donnée. On connaît les coordonnées du point et les propriétés du sol de ce point-là, mais c'est comme s'ils avaient fait un don de leurs données vers la recherche. Donc c'est vraiment ça, la science participative, c'est comme s'ils avaient oui, donné ce qui leur appartenait, c'est-à-dire l'information sur leur sol à Info et Sol. D'accord. Mathieu Vallée, pardon. Les données que vous recevez, vous en faites quoi? Vous les travaillez, vous les présentez, vous vous contentez ensuite de délivrer un conseil sur des données brutes, vous les interprétez, vous en faites quoi? Alors, un peu tout ça. D'accord. C'est-à-dire que les analyses, donc celles qu'on va produire à partir des échantillons prélevés, elles peuvent être restituées de manière brute, c'est-à-dire tableau avec des chiffres et des unités. C'est assez rare, mais certains types de clients, par exemple, dans le cadre d'expérimentation ou autres, se contentent de ce type d'informations de manière beaucoup plus répandue. Les données vont forcément à la fois être interprétées, donc c'est-à-dire on valorise les informations captées sur le terrain, sur le type de sol, la pyrosité, le système de culture, pour positionner les résultats par rapport à des références, donc pour faire un premier niveau de diagnostic. Et après, effectivement, dire, OK, c'est faible, c'est élevé, et si c'est faible, c'est peut-être pas bien. Et après, forcément, dans les, quand on peut, notamment pour tout ce qui est conseil de fertilisation, on va justement utiliser ces données-là en utilisant des moteurs d'interprétation, soit issus de consensus nationaux comme le groupe Comifère ou des moteurs en interne qui vont après proposer des pratiques culturales, soit des quantités d'apport d'azote, de phosphore, de produits organiques ou des conseils sur la gestion du travail du sol, par exemple. Mais c'est rarement les données brutes et c'est l'intérêt aussi de capter toutes ces informations autour de l'analyse pour être capable de la valoriser et puis de poser un diagnostic, puis un conseil après adapté à ce qui a été demandé. Sachant que quand on commande une analyse,
là aussi, comme on l'a dit dans les précédents webinaires, c'est une analyse qui a un objectif défini. Et donc, cet objectif défini, on doit essayer d'y répondre avec la prestation qu'on propose. Donc, du coup, c'est rarement la donnée brute qui est délivrée, mais plutôt interprétée et avec le conseil associé. Vous intégrez des analyses microbiologiques, au fait, pour On faire commence, référence? oui, oui, ça fait partie des éléments qu'on a développés sur lesquels on a pas mal investi ces dernières années, hein. On participe activement aux travaux qui ont pu être cités ce matin, et puis on a piloté un projet investissement d'avenir justement pour développer des gammes d'analyse et de conseils en intégrant ces indicateurs biologiques. Ouais, tout à fait. Et chez vous, Noémie Pousse, indicateur microbio également, de vie du sol? Alors, pour la vie du sol, on a de la chance, c'est qu'on a la litière qu'on Ah ne bah touche oui. pas et qui s'accumule ou pas à la surface du sol en fonction des acteurs, de l'ensemble des acteurs biologiques vivants Mhm. dans le sol. Donc effectivement, quand on a une forme d'humus de type plutôt mûle, on sait qu'on a du ver de terre anécique en quantité non négligeable, que ça tourne très très vite. Quand on a une forme d'humus de type mort, on sait que là, il n'y a plus grand-chose à part des bactéries et des champignons. Voilà, on ne sait pas exactement quelle bactérie, quel champignon, etc. Mais on connaît un peu le cortège et la manière dont il fonctionne via le résidu de sa digestion, on va dire, qui est visible à la surface des sols forestiers. Et ces données, Noémie et Mathieu, que vous avez, qui répondent à une question ou à un usage, à un questionnement sur un usage, est-ce que vous autorisez à les donner anonymisées pour la recherche, pour Bertrand Laroche, par exemple, pour avoir une étude globale de chercheurs sur tel ou tel aspect des sols? C'est autorisé, vous l'autorisez, les gens le savent, Mathieu? Alors, les gens le savent, oui, c'est autorisé sous condition, puisque là, je vais citer particulièrement quelque chose qui a déjà été aussi cité ce matin, hein, le programme base de données à l'analyse de terre, hein, ou qui collecte, PDAT? voilà, la BDAT, hein, qui collecte de manière volontaire, effectivement, tous les résultats d'analyse de terre réalisés. Donc, analyses de terre qui sont nécessairement anonymisées, hein, quand on renvoie les données à l'INRAE. Mais effectivement, depuis la mise en place de la réglementation RGPD, il y a nécessité à minima d'informer le processeur de la donnée qu'on va procéder à cette valorisation, puisque normalement, ça peut être considéré comme de la donnée personnelle, même si normalement on ne transmet pas les coordonnées de l'agriculteur, ni même le point GPS précis. Mais voilà, avec le code postal, à minimum, on transfère le code postal de la commune où a été réalisée l'analyse. Ben ça, parfois, on peut arriver à revenir à une personne physique, donc c'est quand même considéré un peu comme de la donnée personnelle. Et le règlement RGPD prévoit que si les données sont valorisées à des fins scientifiques pour un usage collectif, on n'a pas forcément besoin de demander l'accord explicite de l'utilisateur. Par contre, on a le devoir de l'informer et de lui laisser la possibilité de refuser s'il n'est pas d'accord qu'on valorise de manière anonyme les données au travers de ce type de programme. Bon, c'est déjà arrivé, ça, Mathieu. Pourquoi on s'opposerait à cet usage? C'est déjà arrivé, oui, Ah oui, bon? Mais pour c'est quelle déjà raison? arrivé. C'est heureusement très rare, mais c'est arrivé effectivement qu'on ait des structures qui disent je ne souhaite pas valoriser les données. Alors, pas forcément les agriculteurs en direct, mais c'est arrivé quelques structures coopératives qui ne souhaitaient pas qu'on Mais remonte leurs pourquoi? Ils vous données. ont dit? Malheureusement, non. On n'a pas eu forcément l'explication. Pourtant, c'est un outil extrêmement puissant et extrêmement riche, hein, qu'on essaye de promouvoir le maximum dans toutes les communications qu'on fait, hein, même pour communiquer sur les sols et l'intérêt d'analyser les sols. Mais voilà, mais fort heureusement, c'est une ou deux structures sur les plusieurs milliers qu'on va avoir en clients. Donc, c'est quand même très minime. Alors, vous n'êtes pas plusieurs milliers, mais votre nombre augmente à mesure que le soleil tourne et vient de percer à travers un nuage. Et je vais le prendre en pleine figure, donc ne vous étonnez pas si je me lève pour baisser ma persienne. Question à vous, Bertrand Laroche. On a des Mm. données différentes, microbiologiques, physico-chimiques, venant d'origines différentes. Est-ce que ces données est-ce qu'elles sont interopérables? Est-ce qu'elles vous sont envoyées alors vous m'avez dit sous un format identique, mais est-ce qu'elles sont stockées de façon identique? Et est-ce que les bases de données différentes que vous utilisez discutent entre elles?
Alors, on va essayer de dissocier. Il y a vraiment données sol qui capitalisent toutes les informations de description, Mhm. de analytique des profils et des points d'observation, que ce soit des fausses pédologiques ou des sondages. On a la BDAT qui est dans un format un petit peu particulier, qui est donc uniquement des analyses agronomiques de surface. Et puis, il y a toutes les données de biodiversité qui, pour l'instant, ne sont pas centralisées dans Données Sol et qui sont encore. Donc, il y a encore des travaux pour harmoniser et construire une base de données homogène et normalisée. Donc, finalement, et il y a des discussions entre les différentes bases de données. Bien sûr, il y a de l'interopérabilité entre les bases. D'accord, je vous pose la question parce que j'en ai parlé tout à l'heure. J'animais un débat là, à Évian entre l'ESA et le gestionnaire des eaux du Léman. Et l'ESA nous avouait que les satellites qui prennent en photo des endroits inondés comme à Valence ne discutent pas entre eux et que, par satellite, il y a comment dirais-je, il y a un mode d'envoi, de transmission des données différents. Et donc, les satellites, les systèmes ne sont pas interopérables, ce qui crée un bordel monstre quand vous êtes un pompier, que vous avez besoin de savoir où vous allez intervenir. Et mine de rien, l'interopérabilisation des systèmes satellitaires va coûter entre 10 et 30 milliards d'euros à l'Union européenne. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc ça n'est pas rien. Euh, Après, juste oui, peut-être pour préciser, c'est que euh, il y a aussi de l'information qui n'est pas centralisée ou qui n'arrive pas au JSOL et qui n'est pas structurée dans Données-Sol, hein. Il y a quand même encore des bases un petit peu éparpillées. Donc, il y a aussi un souci de renforcer cette connaissance des sols et de centraliser vraiment les informations pour qu'on ait un point d'entrée pour avoir ou rechercher de l'information sur les sols. d'accord. Donc on a encore besoin d'un protocole commun, d'une mise en cohérence de tout ce qui se fait en France, c'est ça? Oui, et puis que toutes les structures finalement jouent le jeu de cette centralisation. C'est ce que vous faites, Mathieu Vallée. Bah, dans le cadre de ces programmes-là, oui, Je vous laisse parler le temps de baisser ma persienne, donc il je n'y vous a, y laisse a- y a 30 pas de secondes. souci, hein, oui. C'est d'un intérêt commun, hein. C'est vrai que on peut comprendre certaines réticences d'acteurs du terrain où voilà, ils ont fait des efforts pour inciter leurs agriculteurs à faire des analyses, ils les ont accompagnés dans la restitution et le capital de données qui permet peut-être d'affiner les référentiels d'interprétation serait accessible à toute structure aussi locale qui aurait beaucoup moins investi historiquement dans le suivi et dans la capitalisation des données. Donc on peut entendre parfois ces réticences, mais aujourd'hui, comme on a de plus en plus de données différentes qui arrivent et qu'on essaye de centraliser, on voit la force qu'on peut avoir sur ces outils-là. On va parler de la BDAT, mais le RMQS aussi, qui est un formidable outil et encore un programme un peu différent. Et c'est vrai que voilà, on essaye, nous, d'inciter, surtout que voilà, c'est quand même de manière anonyme. Les résultats sont présentés à l'échelle du canton ou de la petite région, donc c'est quand même loin d'être des cartos aussi précises, donc, comme on a pu évoquer ce matin, où on a des infos au pixel près. Mais il y a beaucoup plus d'avantages à essayer de valoriser et de capitaliser ces données que de les retenir, en tout cas. D'accord. Et est-ce qu'il y a un moment où on ne peut pas se dire, on ne se dira pas, question très naïve, des données, on en a suffisamment, parce que si on accumule, ce ne sera pas les mêmes formats, on va avoir des problèmes de stockage, de partage. Est-ce qu'on ne peut pas déjà s'occuper des données existantes avant d'aller en chercher de nouvelles? Je vous pose la question à tous les trois. Et est-ce qu'il faut sans cesse affiner, accumuler les données, faire de la donnée pour de la donnée? Est-ce qu'on ne peut pas en arriver à cet effet pervers peut-être de la donnée, Bertrand? Ben non, non, je pense qu'il faut poursuivre l'acquisition. On n'a jamais suffisamment de données, puisque si on veut aller à du conseil à la parcelle, à la station forestière, il faut aller vers finalement une précision de l'information. Après, euh, en plus, ce matin a été évoqué l'IA, donc plus Ouais. on a de données, plus enfin, prédire des propriétés de sol, puisqu'on aura un jeu d'échantillonnage, un jeu d'apprentissage qui sera le plus important possible. Donc oui. Ça, vous le testez déjà? Vous l'avez testé déjà, Bertrand? L'IA? Euh, oui, oui, il y a des équipes qui travaillent là-dessus et sur de la cartographie des sols par modélisation statistique. Donc, il y a des programmes internationaux, nationaux qui visent à prédire des propriétés de sol ou des types de sol
à partir des données d'apprentissage et de couches de données de référence, oui. Noémie, vous confirmez, il vous faut toujours plus de données pour demain savoir quoi planter, comment gérer, quels itinéraires forestiers appliquer dans le cadre du changement climatique. Ah oui, oui, complètement. Nous, le besoin, il est à l'échelle de la parcelle et même souvent infraparcellaire, puisque un sol forestier, comme il n'est pas homogénéisé par le labour, on a une grosse hétérogénéité. Euh, Surtout, bon, ouais, voilà, de manière historique, on a des sols qui sont assez contraignants. Et qui dit contraignant dit extrêmement variable en général, puisque les contraintes, ça va être l'engorgement temporaire, la charge en éléments grossiers, et ça varie des fois à des échelles bien, bien infraparcellaires. Donc oui, on a besoin d'acquérir toujours plus de données et surtout de ne pas la perdre, d'où l'effort de capitalisation. Et c'est vrai que la capitalisation Mais nationale, je vous coupe 2 secondes, oui, Noémie, ne pas oui, la perdre. Pourquoi? Parce qu'on a perdu, vous avez l'impression, vous êtes sûr qu'on a perdu beaucoup de données? ah oui, oui, Ah à ouais, l'ONF, oui, malheureusement. c'est les petits papiers, c'est ça ou c'est autre chose encore? Ah, c'est les petits papiers, oui, c'est les petits papiers dans les tiroirs. Mais j'ai même des fiches perforées aussi, quelque part. Non, malheureusement, malheureusement, là, il faut que ce soit interopérable, effectivement, entre méthodes de mesure, entre opérateurs, mais aussi dans le temps. Et ça, c'est très compliqué. Là, on a parlé des méthodes d'analyse qui peuvent varier dans le temps. Donc, effectivement, à chaque changement, il faut s'assurer de la compatibilité ou enfin, de créer des fonctions qui permettent de passer d'une méthode d'analyse à une autre. Euh, mais il y a aussi cet aspect un peu humain où bah, si la personne elle a plein de petits papiers dans son tiroir puis qu'après c'est une autre personne qui la remplace, bah voilà, souvent les petits papiers bah, on les brûle ou on les met ailleurs parce que c'est trop compliqué d'aller déchiffrer les petites pattes de mouche couvertes de boue. Donc voilà, il y a un vrai effort à mettre en base ces données, à les stocker, les sauvegarder. Et nous, on commence à peine en fait en forêt. Donc c'est vrai que la BDAT, c'est bien plus avancé que ce qu'on a commencé à faire dans Foreval. Les données Foreval commencent à arriver dans Données Sol, toujours dans une base un peu à part. Comme l'a dit Bertrand, il y a quand même une qualité de données qui est un petit peu différente en fait. Euh, donc voilà, on a besoin d'avoir plus de données pour affiner nos préconisations, pour affiner nos outils à la réalité du terrain, qui est une grosse variabilité spatiale des sols. D'accord. Bertrand, vous acquiesciez, on a perdu de la donnée aussi parce qu'on s'y est pas intéressé pendant des années peut-être. Oui, et puis comme disait Noémie, dans les armoires, il y a des stocks de sondages, de fausses pédologiques et finalement, je vois dans certaines chambres d'agriculture où ils ont fait énormément d'analyses dans les années 70-80 et après, c'est resté un peu dans les tiroirs. Donc, justement, les programmes enfin, le programme inventaire, gestion et conservation des sols, avec, au travers des cartographies au 250 millième, a pu remobiliser un petit peu ces différentes archives, mais je pense qu'on en a perdu, oui, et certaines sont parties à la poubelle parce qu'à un moment, il faut faire de la place. Donc souvent, il y en a qui sont dans la poubelle. Et vous êtes sûr, tout le monde, vous Bernard en particulier, que ça ne peut pas se produire à nouveau. Là, on accumule des données sous format numérique, elles sont stockées. Qu'est-ce qui prouve qu'on va les utiliser, qu'on va savoir les utiliser? Bah là, on les stocke dans un format qui est national. Donc, j'espère elles sont structurées déjà dans un seul format. Et donc, on est quand même plusieurs maintenant à pouvoir les manipuler. Ce format est quand même, il commence à être reconnu par les différents organismes. Donc, ouais, j'espère, faut rester optimiste quand même. Oui, il faut rester optimiste. Mathieu Vallée, les agriculteurs sont propriétaires de leurs données. Est-ce que eux-mêmes les utilisent, les analysent, les partagent pardon, entre eux? Est-ce que, pourquoi pas, idée suggérée par Sophie Raouz dans mon oreillette, est-ce qu'on peut imaginer qu'ils les stockent également à l'échelle de la parcelle chez eux? Alors, est-ce qu'il les stocke? Ça, c'est certain, hein, pas forcément en format numérique d'ailleurs, hein, c'est comme ça qu'on a pu récupérer, nous, parfois, voilà, des analyses qui dataient des années 50, qu'on n'a plus du tout en archive chez C'était nous, chez hein. des agriculteurs, vous dites? Ouais, ouais, voilà, hein, Ah ouais. qui les avait archivés. Donc, soit c'était lui, soit c'était son père qui avait fait ces analyses-là, hein, mais effectivement, là, les archivages avant le numérique, on n'a plus de traces, en gros, des analyses qui ont été faites historiquement.
Et par contre, voilà, chez les agriculteurs, alors, certainement pas chez tous, hein, mais une partie, effectivement, vont les archiver sous format papier. Alors, la valorisation qu'ils en font, même sur des analyses plus récentes, on va dire que spontanément, on leur donne normalement les outils. Alors, soit parce que c'est des formats, des fiches, on essaye maintenant de dématérialiser au maximum, hein, d'éviter de faire des envois papier, même si on nous le réclame encore parfois, euh, où on va avoir des éléments qui vont permettre de visualiser, d'interpréter l'analyse. Et puis, avec les nouveaux outils, l'agriculteur, s'il a un historique d'analytique chez nous, il a la moyen d'être autonome pour faire des cartographies, pour voir un peu s'il a des parcelles plus ou moins riches, sur une même parcelle, de faire un peu des évolutions pour voir un petit peu comment certaines teneurs ont pu bouger. Sachant que, de ce que j'en sais, les usages qui sont faits, c'est quand même de la réflexion sur 3 4 ans, en gros, pour raisonner un peu sur sa rotation. Et hormis peut-être quelques rares passionnés qui sont vraiment très, 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 très avides de ce sujet-là, la valorisation est quand même pas systématique, quoi. C'est-à-dire que c'est pas forcément les données d'il y a 10 ans qu'on va systématiquement ressortir pour raisonner et raisonner ces pratiques futures. Mais mine de rien, vous allez les chercher, ces vieux grimoires sur lesquels les agriculteurs des années 50 allaient noter leurs Alors, données sol. Ouais. il faudrait qu'on puisse avoir le temps et les moyens d'aller récupérer et capitaliser, ne serait-ce que voilà, pour avoir un peu de mémoire sur ce qui s'est passé. Après, comme on disait, le souci, c'est que comme il n'y avait pas non plus de géolocalisation ou autre, est-ce qu'on est sûr que l'analyse toute seule, si elle n'est pas associée à une parcelle, la valorisation est quand même compliquée si on veut faire des séquences temporelles. Donc du coup, oui, il faut que le jeu envahisse la chandelle d'aller valoriser ces anciens éléments. Et c'est là aussi pour ça que quand on capitalise, on essaye de standardiser nos systèmes de données pour que on soit capable à l'avenir de mieux les valoriser et de mieux suivre. Mais voilà, avant les années 90, c'est un peu plus compliqué d'aller rechercher la donnée. D'accord. Moi, ça me fascine, ça, cet aspect des choses. Je vous dirai pourquoi après. Noémie Pousse, il y a ce genre de choses également dans le monde forestier. Vous allez chercher des vieux cahiers sur lesquels vous avez des données sol intéressantes. Et oui, on est dans un projet justement avec INRAE qui va démarrer en 2025 où on va aller fouiller dans les cartons. Moi, quand j'ai repris le poste de chargé de R&D pédologie, j'ai un peu fouillé dans les cartons, mais en fait, on manque tous de temps et de moyens pour ça. Mais là, on va essayer de s'y mettre avec Bertrand et puis d'autres collègues forestiers. Euh, Bon, pareil, hein, il y a des données qui sont trop lacunaires pour être implémentées ou capitalisées dans données sol. Et donc, il faudra faire un tri. Mais il y a encore beaucoup de données qui seraient valorisables et qui seraient vraiment d'intérêt pour nous. Déjà parce que voilà, acquérir de la donnée sol, ça coûte quand même assez cher. Et donc, bénéficier du travail de nos prédécesseurs, c'est quand même un gain. Et puis surtout, pour améliorer toutes les cartes de propriété des sols, il faut beaucoup, beaucoup de données. Donc, on a intérêt à en avoir le plus possible. Et c'est vrai que c'est pas forcément, on n'a pas forcément une boulimie d'acquérir des nouvelles données, là, d'aller tripatouiller la terre. Mais enfin, voilà, c'est important d'aller aussi chercher ce qui existe déjà, de ne pas réinventer à chaque fois l'eau chaude, là. Et donc, ouais, c'est un gros travail. Il faut du temps pour ça et on va essayer de faire ça en partie. Enfin, on n'arrivera pas à tout faire sur la durée du projet, mais on va démarrer. D'accord. Non, ça m'évoque des choses, hein, un travail que j'avais fait sur des conservatoires botaniques et de légumes anciens, qui était basé notamment sur le recueil de la mémoire d'anciens, mémoire orale, mais parfois mémoire écrite, parfois livre de recettes de Mémé et de Pépé du début du XXe, qui avait permis d'identifier des endroits où il devait sans doute rester quelques sacs de graines de variétés d'haricots secs qu'on ne pratiquait plus. Voilà, donc on a le numérique, on a l'intelligence artificielle et puis on a la bête mémoire des gens telle qu'elle était véhiculée auparavant. Il y a une question pour vous de Jean-Claude Lacassin, chère Noémie. À quel courriel doit-on envoyer les relevés Foreval pour qu'ils soient validés et enregistrés dans Données Sol? Alors, dans Foreval, dans les paramètres, il y a une petite case à cocher, envoi des données vers le JSOL, vers donc données sol. Et sinon, si ça n'a pas été coché avant l'envoi des données, il suffit de l'envoyer à fort-du-6eval@inrae.fr.
Bon, ça devrait être dans le chat, je pense. Autre question, quelle est la part de données publiques privées concernant les sols? Ouh. Là, c'est pour moi, ça? C'est pour n'importe qui. Oh, la vache. Dans Foreval, on ne peut pas savoir ça, enfin, pour l'instant, puisqu'on n'a pas encore tout dans la base de données, donc c'est en cours, hein, c'est un gros travail. Avec les coordonnées, on pourra éventuellement savoir si ça provient des forestiers, enfin des forêts publiques ou des forêts privées. Euh, Est-ce que ça a une importance d'ailleurs de le savoir? non, en fait, non, ça n'a Bon, pas ben vraiment voilà. d'importance. Enfin, si les pratiques diffèrent peut-être légèrement entre le privé et le public, mais il y a autant de variabilité de pratiques au sein du privé qu'il y en a dans le public. Donc, non, ça n'a pas vraiment d'importance là. Bertrand, votre point de vue? Euh, oui, donc en fait, euh, les données qui sont acquises sur des fonds publics finalement sont publiques. Et après, c'est celles qui sont acquises sur des fonds privés. Donc là, c'est plus D'accord, compliqué pour avoir accès à ces données. Mais donc dans d'accord. Données-Sol, il y a environ 6500 études ou projets d'études pédologiques. Et je suis incapable de dire combien sont privés et combien sont publics. D'accord. Tu vas aller, une petite question le temps que je ferme définitivement cette persienne qui me fatigue, parce que là, voilà, j'ai évité le soleil, mais en fait, je crois que j'ai un dessin sur ma tête. Vous les stockez où, vos données? Parce qu'on parle, les data centers, etc., ça occupe beaucoup de place, ça consomme beaucoup d'énergie. Vous, à force d'accumuler des données, oui, vous doublez, triplez les stockages. Comment ça se passe concrètement? Alors là, je suis pas forcément le mieux placé pour répondre, mais en gros, et oui, c'est stocké dans des data centers. Alors, on essaye que ce soit en France, voilà, pour la partie aussi gouvernance des données. Hum. Je crois qu'on a aussi des sauvegardes physiques, hein, sur des systèmes type bande, hein, puisque on parle de stockage de données, il y a les données des clients, mais aujourd'hui, toute notre activité est informatisée, y compris au niveau des analyses, hein, tout est en ligne et tout, donc forcément, euh, tous les systèmes informatiques aussi doivent être sécurisés en cas de panne, mais effectivement, alors est-ce que ça double? Pas forcément, hein, parce que la data, on stocke essentiellement voilà, du chiffre, hein, on ne stocke pas d'images, ou très peu, ou pas, ou très peu encore, même si ça va venir. Donc, du coup, ce n'est pas forcément des données qui sont très volumineuses. Et quand bien même les rapports de résultats, eux, qui sont sous format type PDF, eux peuvent prendre un petit peu plus de données, mais là, on les archive sur un peu moins longtemps, puisqu'on est capable de les régénérer à la demande, quoi. D'accord. Vous dites que vous allez intégrer de l'image, c'est ça? C'est en cours, ça fait partie en gros des plus-values déjà sur Allez-y, certains. allez-y, prolongez, hein, je vais fermer ma fenêtre, ma Je vous en persienne. prie, hein, sur certains types de prestations, on se rend compte que, bah, on l'a dit, hein, la partie analyse labo, c'est une chose, mais les observations terrain sont également importantes. Et bah, déjà, juste une photo du contexte de la parcelle et puis une photo de l'état de surface de l'endroit où on a prélevé, c'est déjà très informatif. De même que pour certaines analyses, alors là, pas forcément pour de la matrice sol, mais par exemple, quand on va analyser certains échantillons type compost au support de culture, bah, joindre à l'analyse la photo de l'échantillon tel que reçu, ça permet aussi parfois de repositionner et de comprendre certains résultats. C'est intéressant, ça rejoint la question du contexte qu'on a évoqué lors des deux webinaires. Est-ce que vous l'utilisez? Est-ce qu'il faut le faire photographier le contexte à base de cartes, à base de photos, de films, que sais-je encore, Bertrand, Noémie? Est-ce qu'il faut ajouter ça aux données qu'on vous envoie pour que la personne qui va analyser ait le contexte sans être allé sur le terrain? Oui, enfin, dans le cadre de données sol, c'est ce qui est prévu pour toutes les données ponctuelles, donc profil ou sondage. On peut joindre des photos finalement de la fosse, de l'environnement, c'est possible, oui. Et vos données sont elles-mêmes sécurisées, démultipliées, Donc, garanties sur l'avenir? elles sont sécurisées donc, sur un data center qui est à Toulouse et avec une sauvegarde, je crois, à Jouy-en-Josas. Alors, je vous pose la question parce que c'était la Bibliothèque nationale de France, hein, le site Mitterrand, qui s'était posé la question de savoir sous quel format on allait numériser les données, compte tenu de l'évolution du support. Et la décision qu'ils ont prise, c'est de n'en prendre aucune, donc de numériser sous tous les supports possibles et imaginables, sous tous les formats possibles et imaginables. Mine de rien, le protocole, le format des données que vous utilisez, Bertrand, est-ce qu'il sera encore utilisable dans 10 ans, 20 ans, 30 ans?
Est-ce que dans 30 ans, on ne sera pas dans une impasse parce que les ordinateurs, les logiciels ne pourront pas utiliser les données sous le format sous lequel elles sont aujourd'hui? Alors, la structuration telle qu'elle est actuellement, elle a débuté dans les années 80 avec un modèle qui s'appelait Stipa. Donc, il y a eu une première évolution en Dunsol, Dunsol 1 en 2000, en 2001, je crois, un Dunsol 2 en 2013, et puis donc maintenant on évolue en Dunsol 4. Donc, je pense qu'on est capable de s'adapter et d'évoluer avec les technologies. Et on est D'accord, obligé de toute façon pour garantir la sécurité de nos données, on est obligé de faire migrer nos supports et nos outils informatiques, hein. d'accord. Comment une fois qu'on les a, vous les capitalisez, vous les stockez? Est-ce que la meilleure façon finalement de ne pas les perdre, c'est de les diffuser sous une forme ou une autre? Comment vous faites? Vous vous en servez comment de ces données? Je ne sais pas qui veut prendre la parole, Noémie. Euh, Est-ce que vous faites un retour aux gens qui vous les ont envoyés? Alors vous, c'est dans le cadre de sciences participatives, façon de leur dire merci pour le temps qu'ils ont bien voulu consacrer à vous envoyer des données. Qu'est-ce que vous en faites vis-à-vis d'eux? Alors, pour l'instant, on leur renvoie pas. Enfin, ils s'envoient à eux-mêmes la donnée. Donc, ils ont déjà cette donnée avec l'interprétation, qui est le résultat des 4 diagnostics dont j'ai parlé. Donc, l'intérêt pour eux, c'est de transformer une classe de texture, une forme d'humus, etc., en diagnostic de sensibilité à différentes pressions. Quand ils envoient vers données seules, après, il y a un temps un peu long quand même de digestion, de transformation de cette donnée en cartographie. Mais les scientifiques ont déjà fait des cartes de propriété des sols qu'on utilise, nous, déjà dans nos outils d'aide à la décision, dont par exemple Climessence, qui nous aide à choisir les essences en climat futur. Et au fur et à mesure que la cartographie sera meilleure, parce que là, on sait que voilà, elle est à une résolution quand même assez grossière et puis avec une erreur associée assez élevée. Mais au fur et à mesure que ça va s'améliorer, bah, nous, ça va nous aider encore plus dans nos choix. Et déjà, ça nous aide aussi dans nos choix, dans le sens où, avec l'erreur associée, on voit très vite s'il y a besoin de faire un diagnostic local ou pas. Et donc, ça nous aide déjà à prioriser un peu l'action de diagnostic aussi, d'utiliser ces cartographies de propriété de sol avec l'incertitude associée. Donc, on utilise déjà les résultats de la science. Et là, c'est vrai que l'idée, c'est que Foreval alimente la science, que la science, du coup, nous fournisse des cartes de meilleure qualité et que, du coup, enfin, voilà, ça fasse une boucle. Ça serait l'idéal. Alors, pour l'instant, elle n'est pas à 100% automatique. On a Mhm. encore besoin de chercheurs, heureusement. Et, mais bon, après, à terme, là, pour l'instant, là, on a automatisé l'alimentation de données seules à partir de Foreval là, cette année. À terme, après, avec la cartographie des sols à base statistique, dont Bertrand a parlé, peut-être qu'on pourrait imaginer des modèles qui s'améliorent un peu au fur et à mesure qu'ils reçoivent des données et qui publient directement sur le site du GISOL des cartographies actualisées. Enfin, voilà, on pourrait rêver à des choses Intelligence comme ça. artificielle auto-apprenante. Exactement. C'est ça, Bertrand? Vous travaillez Ben oui, c'est là-dessus? un peu ça. Alors nous, pour revenir à la question initiale, donc on maîtrise le cycle de vie de la donnée uniquement sur le projet RMQS. Donc là, il y a un retour qui est fait à chaque agriculteur, donc un retour des analyses. Et puis, je crois qu'ils font un petit conseil agronomique, je crois, sur les 2200 sites du RMQS. Donc ça, c'est une D'accord. première chose. Après, donc, les données sont valorisées dans des projets de recherche, quoi, sous forme de données d'entrée ou pour produire des cartes thématiques sur différentes demandes ou en fonction, je sais pas, sur le carbone ou sur d'autres cartes. Et vous, Mathieu, hormis la présentation des données pour vos clients, est-ce que vous les utilisez pour faire de la formation, pour communiquer sur votre travail? Vous en faites quoi? Ouais, ouais, c'est effectivement un reste, une fois qu'elles ont été transmises aux clients, si on les capitalise et on essaye de les valoriser, hein, c'est effectivement à la fois déjà pour améliorer nos référentiels d'interprétation, hein, donc puisque là,
on capitalise de la donnée là qui est assez bien qualifiée, localisée, avec toutes les informations liées aux pratiques. Donc, ça nous permet au fur et à mesure d'affiner, par exemple, nos référentiels d'interprétation pour donner les plages de distribution et puis les niveaux de diagnostic les plus adaptés possibles. On peut s'en servir aussi en interne pour, par exemple, vérifier la cohérence des résultats une fois qu'on sort les analyses. Il y a là aussi, alors on ne va pas parler d'intelligence artificielle, c'est juste des règles de décision qui ont été mises en place pour dire, voilà, si j'ai du calcaire dans mon sol, il y a peu de chances que j'ai des pH inférieurs à 7, donc on vérifie comme ça la cohérence des résultats analytiques entre eux, puisqu'au niveau du laboratoire, il faut savoir que le laboratoire qui fait les analyses ne sait pas d'où vient l'échantillon, hein, c'est les notions d'indépendance et d'impartialité. Donc voilà, mais par contre, on sait qu'il y a certaines corrélations entre paramètres qui existent et donc ça nous sert aussi à affiner les règles qu'on peut avoir sur les contrôles. Et puis après, oui, à des niveaux agrégés, que ce soit à l'échelle du département ou de la région ou autre, ça peut nous servir de support de communication, euh, comme on fait par exemple quand on fait des mesures de teneur en azote minéral en sortie d'hiver. On va faire des cartes à l'échelle des régions pour voir un peu les tendances de l'année qu'on communique à nos clients. Et puis, on illustre aussi nos supports de formation, hein, puisqu'on fait aussi des formations pour accompagner nos clients à l'aide de ces données-là, hein, pour illustrer les différents éléments qu'on est capable d'interpréter et de proposer. D'accord. Mais qu'est-ce qui marque d'ailleurs vos clients dans la façon de présenter dans la façon de présenter les données? C'est plutôt une carte, c'est plutôt une courbe, c'est plutôt un chiffre, c'est plutôt un rappel historique. La cartographie pour l'agriculteur, elle pourrait être pertinente à la parcelle si on faisait de l'analyse type agriculture de précision avec justement la visualisation de l'hétérogénéité parcellaire. Bon, c'est quelquefois le cas, c'est quand même très très rarement le cas, hein. Le plus souvent, on choisit une zone représentative et du coup, c'est ça qui est localisé. Pour autant, l'agriculteur, s'il a des analyses sur à peu près toute cette parcelle, on a des interfaces avec des fonds cartographiques qui permettent de visualiser telle zone ou tel niveau de parcelle, je suis un peu plus riche en phosphore, je suis un peu plus pauvre en matière organique. Sinon, après, c'est plutôt des visualisations relativement classiques où on va avoir le résultat positionné sur une échelle de valeurs et avec voilà, des niveaux d'interprétation qui sont utilisés. Les courbes d'évolution aussi sont assez appréciées, hein, justement, quand on a des analyses dans le temps pour voir un peu les trajectoires. Et voilà, mais de plus en plus, comme en plus nos outils ont évolué justement pour avoir cette visualisation cartographique, c'est des choses qui sont intéressantes pour avoir une vision. Et quand on raisonne plus au niveau de l'agriculteur, mais au niveau par exemple d'une coopérative, là, elle peut voir sur son territoire les secteurs ou les zones sur lesquelles, par exemple, eh bien, s'il y a des zones à pH acide, peut-être que là, elle va orienter les actions où elle va conseiller des apports d'amendement basiques, par exemple. D'accord. Et en forêt, Noémie, pour les forestiers, les propriétaires forestiers, les communes, qu'est-ce qui les marque quand vous leur présentez des données sur les sols? Alors, euh, clairement, si on leur présente une carte de nom de sol, ça les intéresse pas du tout. Voilà. Quand on leur présente une carte de réservoir en eau des sols, là déjà, ça les intéresse beaucoup, Ouais, beaucoup plus. Et si on leur présente un lien direct avec leur pratique, là, c'est encore mieux. C'est-à-dire que si on arrive à transformer la donnée sol en disant, ben voilà, là, sur cette parcelle, ça va être impraticable une grande partie de l'année, sur telle autre, ça va être praticable une grande partie de l'année, ça leur permet d'organiser leur chantier de repli. Donc, on d'accord. commence par les sols les plus sensibles, et puis dès qu'il pleut, paf, on se rabat sur les sols les moins sensibles. Donc, si on arrive à faire le lien avec la gestion, c'est beaucoup plus marquant. En fait, eux, ça les marque, ça les habitue aussi à utiliser cette donnée-là. Et c'était un peu l'objectif dans la formation IPR Sol, c'était de créer avec les référents de la qualité des sols forestiers des ateliers de sensibilisation pour faire vraiment le lien entre la qualité du sol et ce qu'on va en faire en fait de cette information-là d'un point de vue organisation dans l'espace, dans le temps de nos opérations forestières. D'accord. Mathieu, j'ai une question pour vous là. Les données d'OREA que vous présentez aux agriculteurs, elles sont issues de leurs propres données ou vous permettez de les recouper ou de les contextualiser avec des données d'autres agriculteurs ou d'autres endroits?
Alors, c'est ce qu'on disait, hein. Le résultat de l'analyse, c'est l'analyse de la parcelle de l'agriculteur. Par contre, quand on interprète le résultat qui se positionne par rapport à une valeur de référence ou une valeur seuil, cette valeur seuil peut être une valeur, on va dire, régionale, mais aussi peut être une valeur beaucoup plus locale qui a été affinée grâce aux analyses qui ont été faites dans les mêmes contextes pédoclimatiques que celle de la parcelle analysée. Et on peut avoir, dans certains cas, quand des agriculteurs travaillent en groupement ou quand il y a effectivement des groupes de progrès qui sont mis en place, là, des visualisations, on va dire, partagées, où la parcelle de l'agri est comparée avec celle des autres membres du groupe, justement pour engager les discussions et puis permettre les, les réflexions sur les pratiques. Mais voilà, mais en règle générale, c'est effectivement les données qui servent ou les seuils, les éléments de diagnostic sont pour partie issus effectivement des analyses qui ont pu être faites dans les mêmes conditions. D'accord. Question à vous trois, on arrive vers la fin. La directive cadre sur les sols, enfin le contexte réglementaire, on va dire, impulsé, notamment poussé par la directive cadre, va vous amener des flux de données, normalement, devrait vous amener des flux de données. Bertrand Laroche, vous attendez une explosion sur vos serveurs, une explosion de la donnée relative au sol? On peut l'espérer, mais je ne sais pas. Après, comme ça a été dit ce matin, pour acquérir de la donnée, ça a un coût. Eh oui. Donc, si on veut répondre à la directive, eh ben, il faudra peut-être investir dans la connaissance des sols. Donc, nous, on est prêt à accueillir de la donnée en masse, hein, il n'y a pas de souci. Mais après, il faut du budget, faut des crédits pour financer cette acquisition. Et puis financer le stockage et votre travail, parce que c'est pas anodin quand même. Aussi, oui, oui, aussi. Oui. Mathieu, Noémie, je ne sais pas si la directive cadre sur les sols aura un impact sur votre travail. Si? On aura plus d'informations, ça sera bien. Mais si on va Bon, la chercher, l'information, toujours oui, pareil. si on va la chercher, oui. Oui, et là-dessus, j'avais juste Ouais. ouais, un petit bémol à ajouter, c'est qu'il faut quand même que les préleveurs soient un petit peu formés, puisque notamment Oui. en forêt, avec la présence de litière à la surface du sol, on le voit sur les données Lucas, par exemple, que en fait, les préleveurs, ils prélèvent aussi la litière, alors qu'il faudrait prélever que dans le sol minéral. Parce que Enfin sinon, bon, ça crée voilà. un biais, ça fait trop de carbone, Et c'est oui, ça? ça Ouais, fait trop de carbone. Donc voilà. d'accord. Donc Mais qui bon, doit les c'est plutôt former? bien. Oui, pardon, qui Et doit voilà, les c'est ça. former, les préleveurs? Ah, c'est une grande question. Nous n'avons plus de DEA national en pédologie, Mm. donc je ne sais pas. Je ne sais Et pas on qui en va revient les à ce qu'on former. disait tout à l'heure, Bertrand. Donc, c'est forcément une formation doctorale ou ça peut être de la validation des acquis, ça peut être, j'en sais rien, un BTS. Qu'est-ce qu'il faut comme qualification pour être un bon préleveur de sol? De l'expérience. C'est Voilà. ça, une bonne capacité d'observation, de Ouais. compréhension du fonctionnement du sol, donc quand même quelques notions de physique, de chimie, de biologie. Ouais. Et Et ça, vous ne puis, pouvez puis pas le faire vous-même au sein de l'ONF et au sein de l'INRAE, former des gens, prendre des préleveurs amateurs, valider leurs acquis, plutôt qu'attendre un hypothétique doctorat de pédologie? on le fait déjà, nous, on recrute des personnes sur les différents projets, on essaie de les emmener au maximum sur le terrain, mais je ne sais pas si c'est suffisant, mais au moins c'est déjà une petite contribution. Oui. Et nous, on le fait aussi, puisque à l'ONF, on a le réseau de René Coffort, le réseau de monitoring des écosystèmes forestiers à long terme, là, qui s'inscrit dans un monitoring européen. ICP Forest. Et là, du coup, nos préleveurs, puisque c'est un peu comme dans le RMQS, il y a des campagnes sol tous les 15 ans, nos préleveurs sont formés, on a de la calibration entre préleveurs, enfin, il y a des grosses campagnes de formation et de calibration. On en parlera le 2 décembre, hein, lors de la Ju- journée consacrée aux sciences participatives. Oui, Bertrand. Juste pour ajouter aussi, il faut des préleveurs, mais il faut aussi leur laisser le temps d'observer le sol, l'environnement, donc avec des objectifs de rendement peut-être un peu moindres. Vous avez compris, Mathieu Vallée, hein, c'est pas Ah, juste un coup de c'était pas terrier, hein. dirigé. Nous, on est persuadés que la qualité du prélèvement, c'est l'étape indispensable pour avoir des analyses de qualité. Après, là, on en revient au nerf de la guerre. Mm, tout à Passer fait. un peu plus de temps sur la parcelle, ça a Ça un coûte des coût. sous. Donc, Voilà. voilà. Et effectivement, nous, on gère à peu près 150 préleveurs hein, sur le territoire français. Alors,
On ne prélève pas en sol forestier parce qu'on fait extrêmement peu ou quasiment pas d'analyse en forêt. Nous, c'est surtout les parcelles agricoles, mais même là, effectivement, les préleveurs doivent être formés régulièrement, rééquipés avec toutes les bonnes procédures effectivement, qui vont bien. Et plus on va leur demander d'observation, d'éléments, plus on aura besoin effectivement de compétences ou de validation de ces compétences-là. Parce qu'aujourd'hui, là, pour l'instant, pour les analyses de terre classiques, on demande juste, on arrive sur la parcelle, bon, il faut savoir à peu près où on est. On fait les 12 ou 15 trous à l'intérieur, on mélange et on met ça dans un sachet et on envoie. Ça s'arrête là. Mais effectivement, au plus on a envie de capter l'info sur le terrain qui sont indispensables pour bien interpréter les analyses, mais du coup, ça prendra un peu plus de temps. Et il faut effectivement des personnels avec des compétences un peu plus pointues sur ce qu'on vient de décrire, sur qu'est-ce qu'un sol, éventuellement estimer la texture, bien reconnaître la pérosité, enfin avoir quelques notions d'agronomie pour bien effectivement réaliser cette étape indispensable. Et dans le cadre donc de cette directive cadre, est-ce que vous l'appelez de vos voeux? Est-ce que vous attendez voilà, à une explosion de la demande chez Auréa? Il va y avoir Alors, ça risque de créer un besoin quand même. Alors, il y aura sans doute un besoin. Après, on verra quel sera le schéma retenu au niveau national pour définir Hum, ces fameux sols districts hein, qui seront les unités de surveillance et de mesure, hein, puisque on aurait pu espérer un vrai volume d'analyse s'il y avait eu effectivement le certificat de qualité des sols qui était resté. Bon, là, a priori, il n'est pas retenu dans la dernière mhm. directive. Donc, tout dépendra du schéma, mais c'est vrai que la réglementation peut être à double tranchant. On reste prudent. On a eu l'expérience là sur les directives nitrates hein, qui ont obligé Ouais. les mesures d'azote minéral. Et au final, ça a parfois eu un effet non désiré, qui est de se dire, historiquement, les analyses en agricole sont utilisées pour des outils de raisonnement. Donc, ça veut dire qu'on a un besoin ou une demande de l'agriculteur qui souhaite utiliser cet outil-là pour l'aider à progresser, à raisonner sa fertilisation. Et du moment où c'est devenu une contrainte réglementaire, certes, il y en a beaucoup plus qui ont le marché à augmenter, hein, c'est certain, mais du coup, on l'a imposé à des personnes qui n'avaient pas envie de le faire, qui géraient leur fertilisation autrement. Et du coup, l'analyse est passée d'un statut de je fais une demande parce que c'est quelque chose qui m'intéresse à ça devient une contrainte. Une Donc, si ça sanction. devient une contrainte, il faut que ce soit le moins problématique pour moi. Donc, il ne faut pas que ça me coûte cher et il faut que ça me prenne le moins de temps possible. Donc, on ose espérer que sur la directive de surveillance des sols, on arrive à un dispositif qui soit plus incitatif que punitif pour justement garder l'intérêt et justement maintenir l'intérêt de regarder la qualité des sols et que ça ne devienne pas juste une autre donnée à fournir de manière obligatoire avec du coup un désintérêt qu'il pourrait y avoir sur ces indices-là. Vous dites punitif parce que ce serait perçu comme tel si on ajoutait des analyses obligatoires et non C'est pas ça, tout à fait. incitatives. Voilà. Oui. On s'achemine vers la fin. Il reste 2 minutes. Ben, je vais vous demander votre mot de la fin en rapport avec notre sujet. Comment capitaliser et stocker les données sur les sols? Moi, je vais commencer par vous, Noémie. Voilà. Les freins, les avantages, les inconvénients. Comment capitaliser et stocker les données sur les sols, Noémie? Bah, voilà, les freins, c'est la formation qui est encore un peu On a bien faible compris. là-dessus, que ce soit formation initiale ou formation continue. Euh, Après, la force qu'on a en France, c'est données seules et puis l'équipe Mhm. qui gère tout ce système d'information, qui est harmonisé, enfin voilà, qui existe quand même depuis un certain nombre d'années et qui du coup a fait ses preuves. La force qu'on a aussi, c'est d'avoir des très bons scientifiques capables de cartographier les propriétés des sols et qui donc donnent envie aussi à l'utilisateur d'aller acquérir cette donnée-là. Donc, un seul mot, enfin plusieurs mots, tous à votre arrière, allez-y, creusez, tripatouillez le sol, c'est génial. Tous à votre arrière, tripatouiller le sol. Bertrand Laroche, c'est à vous. Comment capitaliser et stocker les données sur les sols? Bah, je rejoins tout ce qu'a dit Noémie. Après, merci pour l'unité. Et après aussi, il faut qu'il y ait une décision, une volonté politique aussi, parce que il faut aussi que dans les cahiers des charges pour les études de sol, etc., il y ait aussi cet aspect de capitalisation de la donnée. Donc, il y a aussi besoin de cette volonté politique d'enrichir le système.
Oula, vous employez une grande expression, volonté politique. Ouais. Bon, on verra. Mathieu Vallée. Oui, tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, hein. C'est vrai que acquérir de la donnée dans un objectif de la capitaliser et de la valoriser, ça impose effectivement un certain nombre de précautions sur la standardisation de la manière d'acquérir, sur les formats, sur la propriété des données. Donc, c'est effectivement extrêmement important de l'intégrer dès le début des démarches. Et comme ce qui a effectivement été dit, en France, on a quand même des super dispositifs. Donc, on encourage forcément tout le monde à accepter de valoriser leurs données personnelles dans ces dispositifs-là, qui de toute façon ne seront que bénéfiques pour tout le monde, hein, pour mieux valoriser et puis interpréter toute cette masse d'informations. Merci Noémie, merci Bertrand, merci Mathieu. Vous avez tenu à 3, on va dire 3,5 avec moi, sur 1 heure et demie sur un sujet qui n'était pas gagné d'avance, comment capitaliser et stocker les données sur les sols. Personne n'est parti. Le nombre d'intervenants, de gens qui nous regardent, pardon, a même augmenté en 1 heure et demie. Bravo, c'est un exploit. Merci d'avoir été là. Prochain débat dans une demi-heure, mesdames, messieurs, à 15h30. Quelles données sur les sols rendre accessibles à qui, comment? Comme ça, on aura fait toute la chaîne entre le pourquoi, le comment, ce qu'on en fait et comment on la présente. Merci à tous et à dans une demi-heure.